Jusqu'à présent, Brest faisait figure d'exception, seule ville de plus de 100 000 habitants à ne pas avoir de police municipale. Mais s'il est réélu en mars prochain, le maire promet une brigade de 50 agents non armés. Pour deux raisons. La première, c'est depuis un certain nombre d'années la disparition de la police de proximité, ce qui fait que la police nationale n'intervient plus sauf problème dans les quartiers. Et deuxièmement, la montée en puissance des problèmes de narcotrafic. La sécurité est un des enjeux des prochaines municipales. C'est même la priorité numéro 1 des Français devant la fiscalité locale et l'accès aux soins, selon un sondage ELAB pour la Tribune dimanche. D'où l'intérêt porté aux policiers municipaux de plus en plus nombreux. Incontournables pour patrouiller dans les rues, réguler la circulation ou lutter contre les nuisances sonores. Ils vont voir leur pouvoir renforcé par un nouveau projet de loi. Oui, il y aura un avant et après pour les polices municipales, c'est le but, c'est une volonté forte des élus locaux et puis aussi du gouvernement d'avoir des polices municipales qui voient leurs prérogatives élargies sur des délits qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Le texte examiné depuis hier au Sénat prévoit l'autorisation d'établir des amendes forfaitaires délictuelles, des AFD, pour l'usage de stupéfiants, la conduite sans permis ou le port d'armes blanches. Mais cette extension de compétences inquiète la défenseure des droits. La défenseure des droits met en garde contre un glissement des missions régaliennes de police judiciaire vers des forces locales susceptibles d'affaiblir les garanties procédurales. Elle plaide pour un renforcement du contrôle déontologique des policiers municipaux. Alors doit-on leur donner plus de pouvoir? Faut-il généraliser le port d'armes pour les policiers municipaux? Sont-ils devenus indispensables face au manque de moyens de la police nationale? Nos trois invités, Garlov Yokota, bonsoir. Vous êtes directeur d'une police municipale dans le Val d'Oise et vous êtes président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, l'ANCTS. Vous considérez que la société française a rendu la police municipale indispensable car des missions dévolues à la police nationale ne sont pas ou ne sont plus effectuées. Et vous ajoutez, il faut augmenter les effectifs et il faut vraisemblablement les armer. À côté de vous, Camille Polony, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart en charge des questions de police. Selon vous, le nombre d'agents et l'étendue de leur pouvoir varient beaucoup selon les territoires. Si on veut augmenter les effectifs, il y aura possiblement de fortes inégalités car ils dépendent des financements des villes. Et à côté de vous, Marie Lajus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, ancienne préfète et commissaire de police. Vous avez été la directrice de la prévention et de la protection de la ville de Paris. Selon vous, la police municipale n'est pas la seule option pour répondre à la forte demande de sécurité. Il y a aussi la médiation et d'autres services municipaux, on en reparlera, qui peuvent substituer ou compléter la police municipale. Et on démarre le débat avec la statistique du jour. Oui, le nombre de policiers municipaux est passé d'un effectif d'environ 20 000 à 28 160 en 10 ans entre 2013 et 2023, soit une hausse de 40%, dernier chiffre connu du ministère de l'Intérieur. Marie Lajus, comment expliquer un tel succès de ces polices municipales? L'augmentation de l'insécurité? En partie, peut-être aussi un recul ou un retrait des entités nationales. Mais moi, j'aurais envie de dézoomer un petit peu à une échelle historique plus large et de rappeler que, historiquement, la police municipale, elle est première en France. Et que les institutions républicaines françaises, en progressant au 19e et au 20e siècle, ont amené à une étatisation de la police. Et le choix politique qui a été fait en France, sous la 3e et ensuite la 4e République, c'est de considérer que les questions de sécurité, qu'elles soient sûreté nationale, antiterrorisme, etc., ou de sécurité du quotidien, devaient être le fait de la police nationale, responsable du monopole légitime de la force et de la garantie du citoyen de sécurité de manière équitable sur le territoire. Et puis, au fil du temps, sont revenues des polices municipales dans les années 80-90 et encore plus depuis les années 2000, où elles ont doublé en fait depuis les années 2000, notamment le sentiment d'insécurité et encore une fois peut-être des moyens insuffisants pour la police nationale faisant le lit de ce développement des polices municipales. Concrètement, Garlov Yokota, quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale en termes, un policier, en termes de formation, la durée de la formation? Comment ça se passe? Quelles sont les différences? Depuis 1999, c'est l'équivalent.
Vous avez une formation de 6 mois pour les agents de catégorie C, les agents de terrain. Ouais. Pour les chefs de service, une formation de 9 mois, idem pour les directeurs. Ça, c'est police municipale. Hein. Voilà, ouais. Alors que c'est 10 mois pour la police nationale. Donc, si je puis me permettre, hein, pour les policiers municipaux, c'est 6 mois en alternance. Oui, en 3 mois d'école et 3 mois de terrain. Et en police nationale, c'est 12 mois d'école et 12 mois de stage de terrain. Il y a du stage de terrain, oui, effectivement. Donc, alors, se rajoute l'armement. Parce que là, il n'y a pas de formation armement quand on est en formation police municipale. Ça se fait après, en fonction de la demande du maire, en fonction de sa doctrine. Et dans la police nationale, il y a une formation systématique. Systématiquement à l'école. D'accord. Camille Polony, sur les enjeux, c'est devenu, on va le voir hein, dans le sondage ELAB qui a été fait par ELAB en janvier, hein, c'est tout récent, c'est une préoccupation des Français pour leur vote. Pour 45% d'entre eux, ça vient devant la fiscalité locale, la sécurité et l'accès aux soins et la santé. On ne pensait pas, quand on a vu ce sondage, que c'était aussi haut. Et c'est ça qui explique aussi le développement des polices municipales, cette priorisation. Alors à Mediapart, on a coutume de dire qu'on ne commande et on ne commente pas de sondage, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la campagne des élections municipales qui arrive et qui est dans 6 semaines, elle est très tournée autour des enjeux de sécurité. Et la loi, évidemment, qui arrive au Sénat maintenant et qui est discutée en séance publique depuis hier, est un symbole de cette urgence à se prononcer pour les élus et à, j'allais dire, choisir dans quel modèle de police ils veulent adopter pour les temps à venir. Et d'ailleurs, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, l'a dit hier en ouverture des débats, il a dit espérer que finalement les échéances de sa loi collent aux échéances municipales et qu'elles soient peut-être même adoptées avant les élections municipales pour qu'ensuite elles puissent s'appliquer pendant toute la durée du prochain mandat des maires qui vont être élus en mars. Marie Lajusse, vous qui avez été commissaire de police, donc vous avez aussi été ancienne préfète, donc vous connaissez le territoire national. On dit qu'il y a des polices municipales à plusieurs vitesses, en fonction de leur dotation, ça dépend des mairies, en fonction aussi de leur localisation. On va voir, ça concerne beaucoup le sud de la France notamment. Absolument, et pour moi c'est là qu'est le cœur de la question et des débats politiques qui devraient avoir lieu peut-être plus sur ces sujets de répartition de moyens et d'inéquité que sur le thème de l'armement, des équipements ou des capacités juridiques des uns et des autres. Le vrai sujet, c'est celui du modèle de sécurité que nous voulons adopter dans ce pays. À l'heure actuelle, la police nationale est quand même extrêmement majoritaire. La police municipale, c'est à peine 10% des effectifs. C'est 150 000 policiers nationaux. Voilà, et 28 000 polices municipales. Et 100 000 gendarmes. Donc au total, la police municipale, c'est à peu près 10% des effectifs des forces de sécurité intérieure. Mais c'est surtout incroyablement inégalement répartis, à la fois numériquement, mais aussi qualitativement. C'est-à-dire que selon les territoires, on a des orientations de police municipale qui sont parfois très offensives. Donc là, on voit qu'il y en a énormément dans la région PACA, par exemple. Dans d'autres territoires beaucoup plus préventive, police de proximité, présence sur les marchés, etc. Donc on a des modèles de sécurité du quotidien qui sont le fondement de la garantie de sécurité du citoyen, qui sont extrêmement variables selon les territoires. Et ça, pour moi, ça pose un vrai sujet philosophique d'orientation nationale. Juste un mot sur cette répartition. Vous qui êtes à la tête de en fait, on voit bien que dans le Val d'Oise, précisément. Oui, c'est ça. Quel est votre ressenti ? La majorité des polices municipales, alors... Peut-être qu'effectivement qu'il n'y a que 4 800 services et peut-être que ça ne correspond qu'à 10% du nombre d'effectifs et encore que 150 000 policiers nationaux, ça inclut les services actifs et les services non actifs. Toutefois, on est extrêmement visible sur les territoires. Les policiers municipaux sont pleinement reconnus par la population et on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas proactifs sur le terrain. Contrairement à ce que j'entends moi par rapport à la police nationale ou à la gendarmerie aujourd'hui. Alors, on va évoquer cette notion d'étendre les prérogatives de la police municipale et on va se concentrer avec vous, Anna, sur l'extension des AFD, comme on dit, les amendes forfaitaires délictuelles. Oui, jusqu'à présent, un policier municipal n'avait pas de compétences judiciaires, ce qui ne lui permettait ni de constater ni de verbaliser des infractions. Et c'est précisément ce que le projet de loi veut changer. Hier, les sénateurs ont d'ailleurs élargi les compétences des policiers municipaux en leur permettant de dresser des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, pour 16 infractions, alors qu'il n'y en avait que 9 dans la version initiale du projet en mai 2025. Et donc, si ce texte est adopté, la police municipale pourra donc verbaliser, entre autres,
l'occupation de halls d'immeubles, les outrages sexistes et sexuels, le port d'armes blanches ou encore l'usage de stupéfiants. Ces contraventions, elles ne pourront être relevées qu'en cas de flagrance, ce qui pour le moment exclurait les rodéos urbains ou la vente illicite de tabac qui nécessite souvent des enquêtes plus approfondies. Et à ce stade, les policiers municipaux n'ont pas de pouvoir d'enquête. Toujours est-il que la défenseure des droits Claire Hédon a exprimé ses réserves, car pour elle, c'est une manière de prononcer des peines de plus en plus lourdes sans avoir à passer devant un juge. Et elle dénonce aussi une absence de contrôle. Garlov Yokota, est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez sa réserve et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dérive ? Alors elle est dans son rôle, hein. De toute façon, dès lors qu'il y a un texte pour améliorer le quotidien des policiers, elle est contre en fait. Hein. J'ai lu effectivement son rapport qui va pas dans le sens de l'histoire, enfin qui va pas dans le sens du pragmatisme de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je suis absolument pas d'accord. Évidemment, non, il y aura pas de dérive parce qu'on est parfaitement bien encadré. On est peut-être, nous les polices municipales, une institution les plus surveillées, à la fois par le préfet, à la fois par le parquet, à la fois par les services internes aux mairies, et on est la voix du maire. Donc forcément, les maires font très attention à ce qu'on n'aille pas au-delà de ce qu'on pourrait faire pour ne pas le mettre politiquement en danger. Camille Polony, c'est vrai que les maires n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait de dérive ou de dérapage. Donc quelque part, on se dit, voilà une police municipale qui est en phase plus avec les habitants et qui fait attention au quotidien. Alors les maires n'ont aucun intérêt effectivement à ce qu'il y ait des dérapages, mais pour autant il y en a et on est amené en tant que journaliste à en traiter régulièrement, puisque les affaires de violence par exemple, les affaires de faux ou les affaires de propos très déplacés, donc on va dire les affaires de déontologie, peuvent toucher aussi bien des polices municipales que des polices, que des services de police nationale. Donc la différence avec les polices, la police nationale et la gendarmerie, c'est évidemment la faiblesse du contrôle externe. C'est-à-dire, comme le disait Monsieur Yokota, on est la voix du maire. Bah oui, le maire peut faire un audit de sa police municipale, il peut sanctionner des comportements qui seraient déviants, inappropriés sur le plan administratif. En revanche, il n'a pas l'indépendance d'une inspection telle que celle de l'inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie, qui sont par ailleurs critiquées pour leur absence d'indépendance statutaire, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Il n'y a pas une telle inspection qui existerait pour les services de police municipale. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux qui est rappelé par le Conseil d'État en amont du projet de loi, c'est de dire attention, la Cour des comptes a déjà alerté en 2011, elle a déjà alerté en 2020 sur la faiblesse du contrôle externe et déontologique des agents de police municipale. Là-dessus, le projet de loi a un petit volet qui est prévu notamment d'attribuer un numéro RIO. Vous connaissez le numéro RIO pour les policiers et gendarmes. C'est le matricule qui est apparent normalement sur l'uniforme des policiers et gendarmes et qui serait désormais également imposé aux policiers municipaux, avec les réserves que l'on connaît, c'est-à-dire que parfois ces agents ne portent pas les numéros qui leur sont imposés. Mais Marie Lajusse, est-ce que vous partagez cette crainte vraiment que des policiers municipaux deviennent des shérifs? Parce que, à la limite, ils peuvent venir en complément de la police nationale. Et on se dit aussi, on va leur donner la possibilité d'utiliser des drones de surveillance. Bon, ça a été fait à Paris pendant les Jeux Olympiques. Voilà, on se dit, où est le problème, quoi? Moi, je suis absolument convaincue, comme M. Yokota, de l'intention de l'ensemble des polices municipales de venir au service de leurs concitoyens, d'apporter un niveau de sécurité complémentaire. Mais je pense différemment de M. Yokota du sens de l'histoire. Je pense que l'évolution en France a été celle d'une centralisation et d'un accroissement des contrôles, des organes de contrôle, de plus en plus indépendants. Sans doute ne le sont-ils pas suffisamment, notamment pour la police nationale et la gendarmerie nationale, mais c'est quand même ça le sens de la civilisation, c'est-à-dire lutter contre l'émiettement de forces locales en matière de sécurité pour avoir une forme de norme et d'équité. Il n'y en a pas assez de contrôle avec pour vous avec sur les municipales. une garantie de formation. J'y reviens un instant. La formation des policiers municipaux s'est améliorée, mais elle est encore assez éloignée. Le niveau de recrutement est beaucoup plus faible que celui des policiers nationaux. En tout cas, le niveau requis. Le niveau requis, c'est un niveau bac. Je suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de devenir policier municipal en passant le concours qu'avec une note de 8 sur 20 aujourd'hui pour passer en police municipale. En tout cas, l'exigence minimale n'est pas la même. C'est un niveau bac, par exemple, pour les policiers nationaux, c'est un niveau CAP pour la police municipale. Bien sûr, il y a des gens qui sont très qualifiés, dans les deux corps d'ailleurs. Mais en tout cas, les exigences requises sont moindres. Et je pense que c'est une forme de substitution à une exigence de qualité et d'harmonisation que doit normalement assurer un service national. Alors ça fonctionne
ça fonctionnait en tout cas depuis la loi 99 avec une très forte complémentarité, mais tant que la répartition était assez claire entre des compétences différentes. Moi, ce qui m'apparaît hautement problématique aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement, dans ce projet de loi, par exemple, ne précise en rien quelles sont les frontières de compétences entre les uns et les autres. Et on a le sentiment qu'il y a un glissement vers une substitution possible entre entités nationales et police municipale. On va vous proposer une archive. L'un des enjeux des élections municipales, c'est cette notion d'armement. Et il y a eu un tournant en France, c'était en 2015, après l'assassinat d'une policière à Montrouge. Regardez. Cela ressemble aux entraînements de la police nationale. Et pourtant, en Ile-de-France, plusieurs unités de police municipale sont d'ores et déjà armées de revolvers. Depuis les attentats du mois de janvier, la polémique enfle. Faut-il armer tous les policiers municipaux dans la région ? Non, répond le maire de Montrouge. Pourtant, c'est ici que le 8 janvier dernier, la policière Clarissa Jean-Philippe a été assassinée par Amédi Koulibaly. Elle avait été appelée pour un simple accident de la circulation, mais reçoit plusieurs balles dans le dos. Un autre agent de la voirie est grièvement blessé. Camille Polony, 2015, ça a été un point de bascule dans l'armement des polices municipales. Aujourd'hui, 58% d'entre elles détiennent des armes létales, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer. Est-ce que ça a été un point de bascule, ça ? Oui, ça a été un point de bascule, mais je pense pour toute la société française, parce que ce sont des attentats très meurtriers qui ont frappé la France à plusieurs reprises, en 2015, 2016 et même après. Donc effectivement, l'armement des polices municipales était déjà en plein développement à cette époque-là, mais il y a une bascule supplémentaire qui s'est produite à cette époque. Mais Marie Lagius, on peut l'entendre, cet armement, ou pas ? Absolument. Moi, je pense que la revendication d'un certain nombre de policiers municipaux qui exercent dans des conditions difficiles, qui exercent la nuit pour certains d'entre eux, dans des quartiers dans lesquels sont commis des actes de grande violence, elle est légitime. Mais je pense que la vraie question, ça n'est sans doute pas celle-là, c'est plutôt celle de savoir si nous avons vocation à tous bénéficier du même niveau et du même service de sécurité du quotidien. Or, derrière la loi qui est proposée aujourd'hui, il y a, à mon sens, un glissement vers une remise en cause de ce modèle d'équité républicaine face à la sécurité pour nos concitoyens, vers une forme d'émiettement ou d'archipélisation de la sécurité de nos concitoyens. Sur l'armement, Pierre Le Vieux-Cotin. Vous parlez de différenciation territoriale. Oui. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, les communes, les collectivités ont la possibilité de percevoir des subventions. Il y a aussi la péréquation qui existe entre les communes d'une même intercommunalité. Aujourd'hui, vous avez même la région qui s'y met. Je pense que c'est pas le prix que coûte une arme à feu. Alors la formation, elle est là, elle est payante, hein, c'est le CNFPT qui la dispense. Mais non, c'est plus du tout un argument. L'armement peut être parfaitement généralisé auprès de tous les policiers. D'ailleurs, nous on appelle à ce que tous les policiers soient armés, parce que quand on porte le mot police dans le dos, on est une cible. On est carrément une cible. Mais si vous êtes armé, vous n'êtes pas davantage une cible pour vous ? Non, au contraire, ça dissuade. Camille Polony, justement... Un petit point sur l'armement. Vous dites que c'est un argument RH. C'est devenu un outil de recrutement, en fait. Argument RH pour le recruter. Il est très difficile aujourd'hui pour une police municipale de recruter des agents si elle ne propose pas aux agents un armement conséquent, surtout si les communes voisines du même département dans lesquelles pourraient être recrutés des policiers municipaux, puisque globalement le recrutement est en plein essor. Hein, donc les policiers municipaux ont le choix de la ville dans laquelle ils vont travailler. Ils peuvent aussi beaucoup plus facilement que des policiers nationaux retourner dans leur région d'origine, par exemple. Donc c'est un argument de poids, l'armement ou pas l'armement, l'équipement... Armement létal, on parle d'armes létales, on parle pas de taser. De toute façon, aujourd'hui, plus de la moitié des policiers municipaux sont armés de pistolets. Donc c'est évidemment un argument de recrutement pour les communes de proposer cela. En tous les cas, cette police municipale, elle a beaucoup moins de couleurs politiques aujourd'hui. Des villes de gauche n'en font plus un tabou, même armées. Écoutez Luc Carvounas, maire socialiste d'Alfortville. La police municipale est armée, a des caméras piétons, des formations, parce que ne pas armer sa police municipale, c'est mettre en danger son fonctionnaire. Parce que le foudingue dans la rue, ou le terroriste, il ne va pas faire le distinguo entre un policier national et un policier municipal. Et ça, c'est... Marie Lagius, en même temps, les mêmes disaient il y a quelque temps, c'est parce qu'il n'y a plus de police de proximité et d'îlotier qu'on en arrive à que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe sans doute une forme de retrait du contact du quotidien, de la présence de voix publique des policiers îlotiers qu'on a connus à une certaine époque. Donc des policiers nationaux. Qui fait aussi le lit de ce développement des polices municipales. Je crois qu'on peut imaginer des fonctionnements un peu différents dans lesquels la police nationale, qui est toujours en charge du service d'urgence, le 17 police secours, c'est toujours la police nationale et la gendarmerie nationale. Hein, c'est quand même elle qui est le plus présente pour répondre à l'urgence. Elle mériterait d'être sans doute plus
plus présente sur la voie publique. Mais c'est-à-dire, vous dites des médiateurs, mais c'est vrai, quand on dit vous prononcez le mot de médiation, on dit qu'il faut des médiateurs. Mais en même temps, on dit, voilà, est-ce que c'est pas trop angélique aujourd'hui, vu l'état d'insécurité, le sentiment d'insécurité des Français? Je crois que les réponses sécuritaires demandent à être réfléchies à de multiples niveaux. Je crois que la prévention est sans doute insuffisante et que la présence plus sécuritaire des polices nationales et municipales doit se rapprocher du terrain, se rapprocher du contact avec la population. Mais pour revenir à la question de l'armement, ça dépend de la mission que l'on souhaite faire effectuer aux polices municipales. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est des polices municipales qui vont de plus en plus assurer une mission de sécurité du quotidien en remplacement de la police nationale, ce qui m'apparaît tout de même très problématique. Garlov Yokota n'est pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, la mission d'un policier municipal, c'est quoi? C'est la police de proximité. C'est patrouiller, c'est aller dans les manifestations, c'est réguler les flux. Les terroristes, aujourd'hui, où est-ce qu'ils se dirigent quand ils veulent faire un maximum de dégâts? C'est là où il y a du monde. Et qui on retrouve en première ligne, là où il y a du monde? Les policiers municipaux. On fait quoi? Police municipale face... Vous savez, aujourd'hui, les attaques au couteau, c'est légion en France. Vous avez un meurtre et une tentative de meurtre, vous en avez 15 par jour aujourd'hui en France. Vous avez une agression physique, vous en avez une toutes les 3 minutes en France. Fait quoi le policier? Il attend, il regarde. Allô, police nationale, venez vite. Puis la population, comment elle réagit? Mais vous servez à quoi? Pourquoi on paye des impôts? Est-ce que vous avez l'impression que l'État se défausse, vous délègue cette responsabilité, justement, qu'il endossait avec la police nationale? Ça, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Il y a moins de policiers aujourd'hui sur le terrain nationaux qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Ça, Et le continuum de sécurité, du coup, il y a une certaine forme de rupture de continuum de sécurité, ce qui fait que la police municipale prend le relais. La nature a horreur du vide. Camille Polony. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de cercle vicieux et de surenchère, puisque et c'est ce qu'on voit dans les débats parlementaires depuis hier. Au Sénat. Au Sénat. En réalité, la gauche accuse le gouvernement de se désengager et de déserter le terrain. Et dit, nous, maires de gauche, élus de gauche, sommes obligés de développer notre police municipale pour pallier ce manque et pallier ce déficit qu'on observe depuis quelque temps. Et puis, du côté droit de l'échiquier politique, il y a une appétence pour la sécurité qui fait que plus on donne de prérogatives à la police municipale, plus les élus sont contents et sont satisfaits. Donc finalement, on en arrive à des situations dans lesquelles les sénateurs sont en train de permettre aux policiers municipaux, au-delà de ce qu'avait prévu le texte initial, d'effectuer par exemple des contrôles d'identité dans certains cas, alors que ça a déjà été une mesure censurée par le Conseil constitutionnel, et que finalement on se retrouve à dépasser des bornes qui ont été franchies auparavant, que le Conseil constitutionnel a essayé de remettre au milieu du village, j'allais dire, et qui reviennent toujours dans le débat politique. Donc finalement on est dans un effet de cliquet et de surenchère qui devient un peu impossible à contrôler. Écoutez, merci en tout cas à vous d'avoir témoigné et à vous d'avoir approfondi le débat et on verra ce que le Sénat décidera autour de ces questions. Merci encore d'avoir débattu.